Donc, je suis journaliste à Libé depuis 2014 au service enquête, avec, on va dire, un prisme plutôt police-justice, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à des affaires qui ont vocation, tôt ou tard, à donner lieu à des enquêtes judiciaires et éventuellement à des procès. Ce qui est le cas, enfin pas encore un procès, mais en tout cas des enquêtes judiciaires, ce qui est le cas du scandale que j'ai contribué à dévoiler à Libé. Et pour raconter un petit peu le contexte, parce que cette affaire, en fait, elle commence réellement en 2015, en octobre 2015, avec une saisie record, puisque c'est à l'époque la saisie qu'on a appelée la saisie du boulevard Excellence dans le 16e arrondissement. Puisque le 16 octobre, vous vous en souvenez peut-être, les douanes vont saisir plus de 7 tonnes de résine de cannabis en plein Paris, dans le 16e, donc c'est du jamais vu, c'est une prise de record historique dans Paris intramuros, c'est jamais arrivé. Et donc, évidemment, ça fait les gros titres, il y a une dépêche AFP, et c'est jugé tellement important que le président de la République de l'époque, François Hollande, va venir lui-même récompenser, plutôt féliciter les douaniers pour cette prise record. D'ailleurs, les images, il suffit de taper Hollande, drogue, Excellence, vous les trouverez assez facilement sur Internet, elles sont assez cocasses, hein, ces images, qu'on avait l'habitude de voir au début des années 2010, puisqu'effectivement, très souvent, les ministres de l'Intérieur successifs ou les présidents de la République successifs sont venus se gargariser devant des saisies très importantes. J'y reviendrai peut-être après sur l'importance de ces saisies comme on va dire, une arme de communication politique pour un certain nombre de responsables de premier plan. Le problème de cette saisie record, c'est que très rapidement, le parquet de Paris, en l'occurrence, puisque comme ça s'est passé à Paris, c'est le parquet de Paris qui a été juridiquement compétent pour se saisir du dossier. Très vite, les magistrats du parquet de Paris vont s'apercevoir qu'en fait, la drogue qui a été saisie appartenait à un informateur, déjà un très gros trafiquant de drogue connu à l'époque pour ça, déjà condamné pour ça, qui s'appelait Sofiane Ambly, qui est un trafiquant originaire de l'Est de la France, de Mulhouse, qui avait été condamné notamment à 18 ans pour trafic, et qui avait été en cavale en Espagne, et qu'on retrouve donc là comme propriétaire de la drogue, mais surtout ce qu'on va découvrir, c'est que ce monsieur Ambly est devenu entre-temps le plus gros informateur de l'Office des stupes, de l'Office français des stupes, qui s'appelle donc à l'époque l'OCTRIS, l'Office central de répression contre le trafic illicite de stupéfiants. Voilà pour l'acronyme. Et en réalité, le procureur de la République de Paris, à l'époque François Molins, va donc s'apercevoir de ça et va découvrir que le patron de l'Office des stupes, qui s'appelle lui François Thierry, qui est évidemment commissaire divisionnaire, assez connu à l'époque parce que faisant du résultat, très apprécié d'un certain nombre de magistrats, de policiers, de responsables politiques, et pour cause, il apportait des très belles saisies à tout le monde, donc tout le monde était ravi, jusqu'à cette saisie, où donc le parquet de Paris va découvrir que le propriétaire de la drogue est l'informateur de l'OCTRIS. Donc évidemment, ça va créer un émoi assez inédit au sein de la magistrature, mais aussi au sein des services de police, puisque, évidemment, c'est très rare de trouver une telle quantité de drogue à Paris, mais on comprend mieux du coup pourquoi, et ça posait évidemment des questions institutionnelles et des questions de statut. Comment ce type a pu importer une telle quantité dans Paris et donc très rapidement, l'Office des stupes va être dessaisi de ce dossier, au profit de la brigade des stupes, parce qu'il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs on va dire, services de police qui travaillent sur ce sujet-là. Évidemment, dans chaque commissariat, il y a des gens qui font du stup. Au niveau de Paris, il y a ce qu'on appelle la brigade des stupes du 36, qui est des Orfèvres, qui est aujourd'hui maintenant dans le 17e, mais qui était à l'époque à l'île de la Cité, et qui ont une vocation, on va dire, régionale, sur Paris et Petite Couronne. Et donc, il y a les offices centraux qui ont, eux, une vocation internationale, ou en tout cas nationale. Et donc, l'Office central des stupes est le plus gros service de lutte anti-stup et a vocation à se saisir des plus gros dossiers. Donc, et donc, il va être dessaisi de ce dossier-là, et ça va être le début d'une crise totalement inédite même, entre les policiers et les magistrats. Et il se trouve que moi, à l'époque, j'ai pas beaucoup écrit sur ce dossier, mais j'avais déjà écrit sur un certain nombre de méthodes policières qui m'avaient semblé discutables, pas simplement à moi, également à des magistrats, puisque quelques mois avant cette affaire, il y avait un autre dossier
qui avait été annulée par la Cour d'appel de Paris pour ce qu'on appelle de la provocation policière. C'est-à-dire en gros que les trafiquants avaient été incités par, en l'occurrence, des informateurs eux-mêmes sollicités par les policiers pour vendre une certaine quantité de drogue. Et il faut savoir qu'en France, contrairement aux États-Unis, on a le droit de provoquer la preuve de l'infraction, mais on n'a pas le droit de provoquer l'infraction elle-même. Si j'arrive et que je te propose d'acheter 1 kilo, si tu l'achètes, je n'ai pas le droit de t'arrêter, puisqu'il n'y a pas de trafic préexistant. En clair, si je ne suis pas venu te proposer 1 kilo, enfin, jamais tu l'aurais acheté, en tout cas pas à moi, pas dans ces conditions. En revanche, si j'apprends que tu vends 1 kilo, je peux venir te l'acheter et t'arrêter derrière, puisque le trafic préexiste. Je t'ai perdu. Je suis toujours là, ouais. Ok, désolé, j'ai un petit problème de batterie. Pas de souci. Et donc, le contexte de ces provocations policières, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires qui vont être jugées illégales ou en tout cas discutables du point de vue du droit. Et il y a un certain nombre d'avocats qui vont s'engouffrer dans la brèche pour dénoncer les méthodes et donc pour faire sortir leurs clients. C'était un peu ça le contexte avant l'affaire d'Excelmens. Donc j'avais un petit peu écrit pour Libé sur ces affaires-là et sur ces méthodes-là un petit peu controversées de la lutte anti-drogue. Et quelques mois plus tard, donc là on est en avril 2016, donc 6 mois après la grosse saisie d'Excelmens, j'ai été contacté par une source qui s'appelle Hubert Avoine, et qui lui-même était un ancien informateur des services de police, et en particulier de l'Office des stupes, et qui a commencé à me faire un certain nombre de révélations assez hallucinantes, m'expliquant notamment qu'il avait été sollicité par le patron de l'Estupes, toujours lui, François Thierry, quelques années plus tôt, en 2012. Il m'a raconté un certain nombre de missions qu'il avait faites pour le compte de l'Office des stupes. Et parmi ces missions, il avait notamment été sollicité pour garder 19 tonnes de shit dans une villa en Espagne. Et il m'expliquait que les policiers français, à l'époque, prenaient totalement part au trafic. Alors j'ai évidemment vérifié un certain nombre d'éléments, puisque lui-même, avant de me contacter, avait contacté le parquet de Paris. Il y avait déjà une enquête qui avait été ouverte, confiée d'ailleurs à l'IGPN. Et donc, c'était pas simplement un type comme ça qui vient me donner des éléments. J'ai estimé qu'il y avait des éléments suffisants. Je vais assez vite, parce que ça va vite, l'interview, mais des éléments assez probants qui permettaient, on va dire, de crédibiliser le discours d'Hubert Avoine, et surtout de relier son... On finira en retard, t'inquiète pas plus que ça pour le temps. Ok. Alors, en tout cas, le récit d'Hubert Avoine vient faire écho à ce qui semble se dessiner à côté par rapport à ce que je disais un peu plus tôt, entre Sofiane Ambly et François Thierry, c'est-à-dire, en gros, c'est devenu le titre du livre, mais un trafic d'État. Un trafic d'État, pourquoi? Parce que c'est un trafic qui a été favorisé par les plus hautes autorités de l'État. Alors, comment ça s'est passé très rapidement? En 2009, à l'époque, le Sofiane Ambly s'est donc fait serrer en Espagne, et les policiers espagnols vont faire remonter à leurs homologues français que ce type est en prison, et l'information va intéresser au plus haut point le patron des stupes, donc François Thierry, qui va donc descendre lui-même à l'époque en Espagne, personnellement, ce qui est déjà assez rare pour quelqu'un de son grade. Il va descendre lui-même pour tamponner, comme on dit dans le secteur, recruter Sofiane Ambly, qui à l'époque, donc comme je l'ai dit, est menacé prendra d'ailleurs 18 ans de prison. Et il va y avoir une sorte de deal entre les deux. C'est-à-dire que François Thierry va s'engager à aider le trafiquant à sortir de prison. Et en échange, le trafiquant va donner un certain nombre d'informations de premier plan, de premier ordre, à son officier traitant. Alors, jusqu'ici, pourquoi pas? Parce que, évidemment, il faut des informateurs dans la police, il y en a tout le temps, et c'est même le principe, c'est-à-dire que quand on donne des infos, on peut avoir des remises de peine, ou on peut avoir une forme pas de laxisme, mais en tout cas d'attitude plus clémente de la part de la justice. Là, le vrai problème du système qui va être mis en place, en gros, à partir de là, c'est-à-dire 2010, c'est que Sofiane Ambly va jouer un rôle actif dans un trafic qui va devenir pharaonique, énorme. On parle déjà à l'époque de plusieurs tonnes par semaine, alors qu'il est encore en prison. Il faut savoir qu'il est en Espagne, il va être extradé en France, incarcéré à la prison de Nancy,
où d'ailleurs viendra lui rendre visite régulièrement son officier traitant. Et il ne sortira qu'en 2014. Mais entre-temps, il travaille déjà pour l'Office des stupes. Et il y a une scène que je raconte dans le bouquin, et qui a donné lieu elle-même à une enquête judiciaire, tellement elle est invraisemblable, c'est que Sofiane, pendant quelques jours, va être sorti de sa cellule. François Thierry va aller le chercher en voiture directement à la prison de Nancy, va le faire sortir dans le cadre d'une fausse garde à vue, va l'emmener dans un hôtel, dans une suite d'hôtels à Nanterre, donc à côté de la direction centrale de la police judiciaire, et pendant 3 jours, à nouveau dans le cadre d'une fausse garde à vue, il va être dans une chambre d'hôtel et il va passer tous les coups de fil nécessaires entre le Maroc, l'Espagne, pour organiser littéralement, il n'y a pas d'autre mot, organiser un trafic, donc de plusieurs tonnes qui rentrent, c'est toujours le même principe pour le shit. Le cannabis, généralement, il n'y a pas des dizaines d'options, même si aujourd'hui il y a des nouvelles routes de la drogue. Mais là, en l'occurrence, du cannabis qui vient du Maroc, qui remonte via l'Espagne, et qui va aller jusqu'en France et qui va inonder le marché français. Comment François Thierry justifie le recours à son informateur? Il va expliquer au fond qu'il y a une nouvelle stratégie qui est mise en place à l'époque et qui va précisément s'appuyer sur un certain nombre d'informateurs. Et surtout, c'est important, sur une technique d'enquête, ce qu'on appelle une technique spéciale d'enquête en réalité, qui s'appelle la livraison surveillée. C'est très important, il faut comprendre que, en gros, les policiers, les gendarmes, les douanes ont le droit de laisser passer de la drogue, alors, sous le contrôle d'un magistrat, évidemment, soit pour retarder l'interpellation, soit pour remonter des filières. Et donc, l'Office des stupes va utiliser des livraisons surveillées et va utiliser son informateur pour faire rentrer comme ça des grosses quantités de drogue en expliquant qu'il va suivre le cheminement de cette drogue. Ça va avoir un nom d'ailleurs, ça va s'appeler les opérations Myrmidon. Et l'idée, ça va être de suivre la drogue un peu partout et pour essayer, explique-t-il à l'époque, de démanteler des filières. En réalité, ça va devenir très rapidement un trafic totalement hors de contrôle. On a parlé de 40 tonnes par mois. Bon, les chiffres, finalement, ne veulent pas dire grand-chose. Ce qui compte, en l'occurrence, ce qui est important de savoir, en l'occurrence, c'est que sur toutes ces tonnes qui vont être rentrées par Ambly, ils les rendent pas tout seuls, puisque ces livraisons surveillées, il y a ce qu'on appelle des ouvertures frontières, c'est-à-dire que les policiers, lui, ouvrent littéralement les frontières. Et quand on connaît un peu le trafic et la géopolitique du trafic de drogue, on sait que c'est le voyage, souvent. C'est au moment du voyage que la drogue prend de la valeur, précisément parce que c'est le voyage qui est le plus difficile à faire, parce qu'il y a des contrôles partout. Le shit au Maroc, il vaut rien, la coke à Bogota, elle vaut rien. Par contre, une fois arrivé à Paris, ça vaut beaucoup plus cher. Et pour cause, c'est très difficile de transporter dans des camions, ou dans du fret, ou dans des avions, etc. Comme Ambly, grâce à son officier traitant, va voir les frontières s'ouvrir d'une certaine manière, il va pouvoir importer des quantités massives de drogue avec l'aide de ses officiers traitants. Et évidemment, sur ces quantités de drogue, seule une toute petite partie va être saisie. On comprend bien pourquoi. Si Ambly faisait rentrer 10 tonnes et que les flics en saisissaient 9, il est évident que la crédibilité de cet informateur en tant que trafiquant aurait été assez vite mise à l'épreuve. Et donc le système reposait précisément sur le fait que sur toutes les tonnes qui rentraient grâce à Ambly, seule une toute petite partie était saisie. Et c'est un système qui va perdurer pendant plus de 5 ans, jusqu'à précisément cette opération invraisemblable d'octobre 2015, où ils se font toper d'une certaine manière par les douanes, puisqu'en gros, il y avait une guerre de service c'est un peu pareil, des guerres de service entre les douanes, la gendarmerie, la police depuis assez longtemps. Et là, les douaniers avaient dans le viseur l'informateur des flics, et ont fait tout capoter, ce qui a donné lieu d'ailleurs à une situation inextricable pour les services antidrogue. Voilà un peu le contexte de cette affaire-là. Moi, quand Hubert Avoine, le lanceur d'alerte ou l'ancien informateur, est venu me raconter un petit peu ce qu'il avait vécu, ça a été le point de départ d'une grande enquête que j'ai faite en partie pour Libé, où j'ai feuilletonné un petit peu ce dossier pendant longtemps.
Il faut savoir qu'il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte en parallèle. Donc c'est pas simplement une enquête journalistique, c'est une enquête judiciaire. Même deux enquêtes judiciaires en réalité, sans rentrer dans les détails. Mais deux enquêtes judiciaires dans lesquelles le policier dont je parle, François Thierry, l'ancien grand patron de la lutte anti-stupes, est aujourd'hui mis en examen pour association de malfaiteurs, pour complicité de trafic international de stupéfiants et pour complicité de faux en écriture publique, justement dans le cadre de cette fausse garde à vue dont je parlais tout à l'heure. Et que tout ça, c'est des faits passibles de la cour d'assises spéciale, et donc c'est évidemment des faits gravissimes. J'ai écrit un premier livre avec Hubert Avoine qui s'appelait L'Infiltré, mais qui était vraiment lui, son parcours au sein de la police, sa trajectoire, et un petit peu tout ce qu'il avait pu faire. Il est évident que quand on a sorti le premier article dans l'IB ou ce livre, il y a eu de grandes tentatives pour justement le discréditer, le traiter de mythomane, et d'expliquer que voilà, il affabulait et que tout ce qu'il racontait était totalement faux. Il se trouve que bon, moi, grâce à mon enquête, grâce à un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer dans différents milieux, j'ai pu étayer très largement ses propos, et pas seulement moi d'ailleurs, puisqu'il a été entendu comme témoin, Monsieur Avoine, par les juges. Et malheureusement, il nous a quittés. Il est mort en novembre 2018, de mort naturelle, je précise, ce qui est tout aussi malheureux, mais bon, voilà, il n'y a pas eu de règlement de compte, contrairement à ce que certains ont pu dire. Et voilà. Et depuis, moi, j'ai continué à travailler. J'ai continué à rencontrer un certain nombre d'acteurs de ce milieu-là, aussi bien trafiquants que douaniers, que magistrats, que policiers, qu'avocats, pour essayer justement de comprendre comment on en était arrivé là et comment ce système avait pu se mettre en place de façon aussi finalement avec une facilité déconcertante, et surtout les enjeux politiques qui étaient sous-jacents. Et notamment, et c'est pour ça que ça résonne pas mal avec l'interview de Macron d'hier dans le Figaro, notamment la politique du chiffre. Puisque tout ce qui sous-tend un petit peu l'enquête que j'ai faite, c'est précisément les grosses saisies dont on parlait, qui étaient très très à la mode pendant longtemps, surtout dans les années 2010, où on a vu, pareil, il suffit d'aller sur Internet pour voir les photos, Hortefeux, Guéant, Cazeneuve, Manuel Valls et Gérald Darmanin, qui était à l'époque d'ailleurs ministre des Douanes, donc ministre du Budget, puisque je raconte que ces méthodes, qui sont en gros des trafics organisés, puisque c'est des affaires qui sont montées de toutes pièces, concerne aussi la DNRED, donc la Direction nationale de recherche et d'enquête douanière, qui est un peu l'autre très gros service de lutte anti-stup en France, à côté de l'Octrice. Et donc voilà, et il y avait une pression comme ça du politique, et on l'a vu à nouveau, qui était en gros la suite des années Sarkozy, où venir dans une cité ou poser un péage à côté de dizaines de tonnes de drogue, ça faisait bien pour un ministre de l'Intérieur, qui a d'ailleurs pas toujours forcément des très bonnes nouvelles à annoncer. Là, tout d'un coup, ça donnait le sentiment que la politique avait un sens, que les ministres travaillaient, et qu'au fond, quand on explique aux gens qu'on a saisi 10 tonnes de cannabis, tout d'un coup, les gens sont persuadés qu'on a porté un énorme coup au trafic. Évidemment, c'est totalement faux. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que précisément, les indicateurs sont pas les bons. Moi, je ne sais pas ce que serait une bonne lutte contre les trafics, mais on peut considérer, par exemple, que le nombre de réseaux démantelés a un peu plus de sens que le nombre de tonnes saisies. Puisque d'ailleurs, souvent, ces tonnes, elles étaient saisies, mais il y avait que 2-3 lampistes qui étaient arrêtés, un camionneur, un chauffeur, et que les têtes de réseau, elles, ne tombaient pas. C'est d'ailleurs bien le drame du système. On voit que c'est souvent les petites mains, qui payent pour les gros bonnets. Et donc, on est arrivé à un système totalement absurde qui m'a semblé être l'illustration la plus parfaite des dérives de 50 ans de prohibition en France, avec une accélération totale d'un scandale que moi je circonscris, qui a donc commencé en tout cas sous cette forme en 2010, qui a explosé en 2015, mais qu'on documente depuis, donc, et qui est surtout toujours au cœur d'une enquête judiciaire, et donc qui n'a finalement toujours pas été jugé. Et donc voilà, donc ce livre, c'était aussi une manière de donner la parole à d'autres personnes, et surtout de ne pas être dans une approche idéologique ni caricaturale, et de bien expliquer que moi je suis pas là pour
dégommer la police, comme j'ai pu l'entendre, avec des agendas cachés. Facile de caricaturer mon journal comme un journal de gauche, voire de gauchiste. Moi, je me suis, voilà, j'ai toujours essayé de faire le travail le plus honnêtement possible. J'ai eu plusieurs procès. Pour le moment, je les ai tous gagnés. Le dernier livre qui est sorti il y a 3 semaines, croise les doigts. Le dernier livre qui est sorti il y a 3 semaines, qui me semble quand même assez grave dans ce qu'il dénonce, ça n'a pas moufté ni à Beauvau, ni au budget, ni nulle part. Donc, j'espère que c'est bon signe et que ça veut dire que tout le monde est d'accord avec ce qui est marqué dedans. Auquel cas, ça sera encore plus grave. Donc voilà, il y a quand même un gros malaise, je crois, aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est je sais qu'il y a pas mal de policiers qui ont lu le bouquin, et j'ai plutôt eu des bons retours aussi. Donc voilà, c'est pas essayer de sortir des caricatures et des clichés habituels pour raconter un scandale, tout en faisant parler des gens concernés directement par ce scandale, notamment des policiers, des magistrats, puisque ça embarque absolument tout le monde, et que ça dit, je crois, quelque chose de l'absurdité du système, puisque la police, et en l'occurrence l'État, saisit la drogue qu'il a lui-même contribué à importer. L'espèce de serpent qui se mord la queue. Voilà en gros le pitch du livre, mais qui est, voilà, j'invite les gens à le lire, parce que c'est assez complexe et assez vaste comme sujet, mais si tu veux répondre à une question plus précise, je suis voilà, tout oui. On a une question Ouais. de Flaco qui demande, selon toi, est-ce que la politique du chiffre dans le milieu policier et judiciaire est responsable de la crise actuelle? Par réponse, oui. C'était ce que tu disais, quoi. C'était exactement ce que tu Alors, disais. ce qui est intéressant avec la politique, ce qui est intéressant avec la politique du chiffre, c'est qu'elle peut prendre vraiment plein d'aspects. Là, je racontais, ce que je dénonce dans le livre, c'est les kilotonnes saisies pendant des années avec les ministres successifs qui viennent poser devant, qui est pour moi ridicule. Mais on voit aujourd'hui que ça a changé. Je pense qu'ils ont pris conscience que ça devenait un peu casse-gueule en termes d'image et qu'on allait peut-être un peu modifier les choses. Mais la nouvelle politique du chiffre version Darmanin, c'est les points de deal. C'est d'expliquer combien d'amendes forfaitaires ont été distribuées dans la journée. C'est pousser tous les services de police et de gendarmerie locaux à faire des photos dès qu'ils chopent 3 grammes d'herbe ou de coke. Ce qui donne lieu d'ailleurs à des trucs totalement ridicules avec le Tagada Gate, là. Mais voilà, mais là en fait, pour moi, ça illustre parfaitement l'absurdité du système. Ils se jettent sur une saisie de je sais pas combien de cachetons de MDMA, prétendument MDMA, et on découvre en fait que c'est du bonbon pilé fraise Haribo. Et ça, je veux dire que c'est aussi les policiers qui sont poussés à la roue pour faire des photos, pour communiquer tous azimuts. Et donc, oui, je crois que, c'est ce que je dis un peu en conclusion du livre, c'est que la politique du chiffre, elle pousse aussi à utiliser un certain nombre de méthodes qui doivent rester dans l'ombre pour arriver au résultat escompté. Et c'est aussi ça le problème. Donc oui, je crois que un des vrais enjeux principaux, c'est cette politique du chiffre et la façon dont, au fond, elle a structuré ou elle structure encore le débat depuis longtemps et aussi comment elle structure l'activité policière. Faut se rappeler au début d'ailleurs que dans les années Sarkozy, quand on disait faire du chiffre, on disait faire des chiteux. Parce que il y avait les chiteux et les sans-papiers, pour une raison simple, c'est que un sans-papier, il a pas de papier, on verbalise, c'est une infraction, c'est tout net. On a perdu 10 minutes, mais au moins on a une infraction. Un fumeur de shit, c'était pareil, on serrait et ça faisait une infraction. Donc c'était les deux populations. Voilà, c'était les deux populations cibles pour faire monter les chiffres. Ça n'a pas l'impression que ça ait beaucoup bougé. On est toujours sur une politique du chiffre assez dévastatrice en termes d'effets et de logique multiples. Bon, sans être dans la psychologie de base, qu'est-ce que tu vois dans la démarche de Macron aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il est lui aussi en train d'instrumentaliser la question du trafic? En fait, avec Macron, on ne sait pas bien si c'est lui qui instrumentalise Darmanin ou si c'est Darmanin qui l'instrumentalise. Manifestement, c'est pas incompatible. Mais il y a un peu, toute proportion gardée, le même schéma avec Éric Dupond-Moretti où c'est des ministres qui ont pris sans doute du poids, mais que ça doit arranger Macron de laisser s'ébrouer comme ça
et enfoncer quelques portes et prendre la lumière ou un certain nombre de critiques d'ailleurs. Non, moi, ce qui me frappe avec Macron, c'est justement de voir à quel point il se remet dans les pas de Darmanin, à quel point il reprend la même rhétorique, les mêmes erreurs d'ailleurs factuelles, et à quel point on a l'impression quand même d'avoir régressé de nombreuses années sur le discours. Alors je sais pas, moi j'attendais pas personnellement beaucoup d'Emmanuel Macron, mais il suffit de regarder un petit peu ses différentes interventions. Je crois il s'était plutôt ouvert, il avait un peu plus ouvert sur le sujet. Je crois que générationnellement, il y a un certain nombre de gens qui considèrent que les marcheurs, comme ils disent, ils sont quand même plus jeunes que d'autres assemblées nationales précédentes, et qui avait peut-être un peu d'espace pour que le débat s'ouvre. Et d'ailleurs, lui-même avait laissé entendre que, moi je sais qu'il y avait des commentateurs qui expliquaient que ça pouvait être un enjeu pour lui de 2022 d'aller ouvrir sur des nouvelles législations, etc. Là, il a pris le parti opposé, mais pour moi, pour des raisons de pur opportunisme politique et de pur effet d'aubaine. Très très clairement, il a senti que la gauche peut-être était rassérénée, qu'il fallait qu'il tape à droite, et il s'est vautré un petit peu là-dedans. Donc c'est vrai que moi j'y vois pas une grande structure vertébrale très équilibrée. J'y vois plutôt un calcul très très cynique et opportuniste à un an de l'élection. Où il se dit, je pense que c'est ce discours-là qu'il va falloir servir si je veux encore avoir une chance d'être réélu. Donc, franchement, voilà, j'ai pas forcément envie d'en déduire des choses particulières. Et sur la psychologie, franchement, du garçon, je connais pas assez, mais c'est vrai qu'il suffit de voir Gérald Darmanin et le poids qu'a pris ce ministre au sein du gouvernement pour comprendre un petit peu où on en est. Parmi les ministres que je citais qui venaient à nouveau se gargariser devant les saisies, même si on le voit un peu moins aujourd'hui en tant que ministre de l'Intérieur, je rappelle à nouveau que Darmanin était ministre des Douanes pendant longtemps et que c'était le premier à venir se pavaner devant les saisies, saisies tout aussi suspectes que celles de l'Octrice. Il faut savoir que l'Octrice, je crois que j'ai entendu tout à l'heure parmi un des intervenants, l'Octrice a disparu depuis, terminé. Ça s'appelle l'OFAST aujourd'hui, mais c'est bien la preuve quand même que, y compris au sein de l'État, certains ont bien compris que c'était sans doute aller beaucoup trop loin, même si c'est plus un rafistolage et peut-être un toilettage de l'institution qu'une réforme de fond. Mais voilà, il est clair que tout ça est pas très rassurant sur l'état de la réflexion et les rapports de force à l'œuvre, c'est certain. Bien. Écoute, moi je trouve tout ça absolument passionnant et la suite avec Mathieu Zagrossi va l'être tout autant puisque justement il a pas mal abordé la question de la quantité des forces de police allouées justement à cette lutte contre le trafic de stupéfiants et bon voilà se rendre compte qu'on utilise autant de forces pour si peu de résultats finalement. Quand on réfléchit, on se rend compte que la délinquance qui aujourd'hui perdure, la délinquance qui est véritablement problématique, c'est aussi dû à ça, en fait. Le fait qu'on instrumentalise donc la lutte contre le trafic de stupéfiants, qu'on mobilise autant de forces de police pour ça. Et donc, il y a toutes ces questions-là derrière qui sont véritablement sérieuses. Et je vois pas, moi, j'ai du mal à voir quel intérêt véritablement, politiquement, à long terme, on peut avoir à persister dans ce déni, dans cette absurdité. Oui, et puis au détriment des policiers eux-mêmes, qui très souvent Absolument. retrouvent pas du tout dans cette approche des choses et dont le quotidien peut assez vite devenir infernal. À nouveau, c'est pas les gentils juges contre les méchants policiers. C'est toujours plus complexe. Et d'ailleurs, il y a des gens évidemment très bien chez les policiers, heureusement. Et voilà, donc faut absolument sortir des caricatures et essayer de comprendre l'absurdité du système. Et je crois qu'en tout cas, voilà, j'en ai exploré une des facettes de cette absurdité-là dans le livre. Et voilà, c'est ravi de pouvoir en parler un petit peu ici et d'écouter les